Bonjour et bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale de RAD en ces temps de COVID-19, 10e épisode. Aujourd'hui à l'émission, un spécial agriculture. L'autonomie alimentaire dont on parle tant, est-ce que c'est réalisable? On reçoit Dominique Lamontagne qui milite pour la multiplication des petites fermes et on s'attarde aux défis des petits et des grands producteurs en ce printemps de pandémie. On est prêt? J'ai un prof. Yep, s'il te plaît, 5 secondes. Mais je suis pas capable de sortir de la fenêtre, là. Je sais pas quoi faire. 10e épisode déjà. Pouvez-vous croire? Marie-Ève Maheu, Julien J'arrive pas à y croire. Je suis sur le cul. Oh, j'aurais opté pour estomaquer. Mais ça passe vite puis pas, hein, parce qu'on est en confinement pendant ce temps-là. Que je sais pas vous, mais moi je trouve pas que ça passe si vite que ça. Mais... En fait, le temps est extrêmement malléable depuis le début de la pandémie. J'ai l'impression de vivre dans un tableau de Salvador Dali quand les horloges fondent sur des branches dans le désert. Non? Oui? Je suis pas là. Aidez-moi. Je peux pas lancer ça puis il y a personne qui réagit. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Tu veux que je te parle de Picasso? Parlant désert, ou plutôt tournons-nous du désert vers le champ, parce que c'est un sujet qui retient l'attention beaucoup ces derniers temps, l'agriculture. Et vous, Marie-Ève Maheu, Julien Lamoureux, vous vous intéressez ces temps-ci à la question de l'agriculture. Oui, ben moi, c'est intéressant parce que c'est un domaine que je connaissais vraiment pas beaucoup. C'est un sujet que j'avais rarement exploré. Fait en travaillant là-dessus, puis je vais vous en parler plus tard, là, mais j'apprends vraiment beaucoup de choses personnellement. C'est super enrichissant. Moi, ça fait un bout de temps que l'agriculture, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais surtout les petits producteurs qu'on voit ces dernières années, pour moi, qui prennent plus de place, là. Puis je me posais justement la question si les petits producteurs maraîchers, bio, qu'on entend ces temps-ci dire, bon, laissez-nous une place aussi, valoriser notre travail, il n'y a pas juste les gros producteurs avec des travailleurs étrangers. Quelle place ils ont, ces producteurs-là, puis quelle place ils peuvent prendre dans le désir d'autonomie alimentaire au Québec? Ben, moi, c'est ça que j'ai exploré, entre autres. Super intéressant. On en parle un petit peu plus tard et tu parlais de l'autonomie alimentaire, de ce désir d'autonomie alimentaire. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. François Legault l'a martelé à plusieurs reprises, là, cette importance d'être autonome là, dans des domaines essentiels. On a parlé des équipements médicaux, mais vraiment aussi d'agriculture, l'autonomie alimentaire. J'en ai jasé un petit peu plus tôt avec deux personnes qui s'intéressent pas mal à ce sujet-là. Alors, Dominique Lamontagne, propriétaire d'une petite ferme dans les Hautes-Laurentides, militant et auteur de l'essai La ferme impossible et du manuel d'élevage L'artisan fermier. Bonjour. Allô? Selon toi, là, c'est notre rapport à l'agriculture qu'il faut changer si on veut tendre vers plus d'autonomie. On va y revenir parce que d'abord, pour dresser le portrait de cette autonomie, on a Catherine Mercier, animatrice de la Semaine verte. Salut! Salut Olivier! Donc, tu vas nous faire le diagnostic des capacités de production du Québec et du Canada et on se rend compte qu'au Québec et au Canada, on a l'espace, on a les ressources pour être théoriquement autonome alimentairement. Oui, complètement. On est hyper choyé, en fait. Quand on regarde là, sur le plan des terres arables, par exemple, on est le 3e pays au monde là, qui en a le plus, après l'Australie et le Kazakhstan. Donc, il y a énormément d'hectares. Il y a 1,2 hectares, en fait, pour chaque Canadien. C'est beaucoup. On a une abondance de ressources en eau ici. Alors, pour s'autosuffire, on serait très bien capable. On est en fait un des plus grands exportateurs de nourriture sur la planète. On nourrit le monde, en fait. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on l'est autonome? Bien, non, pas tout à fait. Et là, les chiffres varient beaucoup. C'est difficile de dire est-ce qu'on l'est à 50%, à 30%, à 70%. Ça varie beaucoup selon la façon qu'on calcule ça. Mais c'est clair que les productions qui sont sous gestion de l'offre, c'est-à-dire les œufs, la volaille et le lait, dans ces 3 productions-là, oui, nos arrières sont assurées, c'est bon, parce que la façon que ça fonctionne brièvement, c'est qu'au Canada, on a décidé d'arrimer l'offre de ces produits à la demande. Donc, techniquement, on n'en manque jamais. Là. Tout ça va de pair. Dans d'autres productions qui ne sont pas sous gestion de l'offre, que ce soit de la viande, comme le porc, le bœuf, les céréales, les légumineuses, c'est extraordinaire. Là, on exporte 95% des légumineuses qu'on produit. On ne pourrait jamais manger tout ça ici au Canada. Par contre, il y a un secteur où là, on est un petit peu plus vulnérable, ce sont les fruits et légumes. Ouais.
On est le 4e importateur de légumes au monde. On n'en produit pas assez. Mais en fait, c'est assez paradoxal parce que en été, on en produit beaucoup. C'est saisonnier. En été, on en produit tellement qu'on en exporte. Mais le restant de l'année, on a vraiment besoin de s'approvisionner à l'étranger. Et l'autre chose qui est un petit peu inquiétante, Olivier, c'est qu'on remarque que depuis 20 ans environ, on perd des hectares de production maraîchère au Canada. En fait, on a perdu des dizaines de milliers d'hectares des superficies là, en fruits et légumes. Et les agriculteurs se sont tournés plutôt vers du maïs, du soya, du canola, donc des productions qui étaient un petit peu plus, très rentables évidemment, et un petit peu plus faciles parce que ça demande moins de main-d'œuvre. Donc, c'est quoi la solution si on manque de fruits et légumes l'hiver? Est-ce que c'est de ne pas manger de fruits et légumes, qui sont pourtant très importants selon le nouveau guide alimentaire canadien, ou ce serait pas plutôt je sais pas, d'investir dans la production en serre? La production en serre, c'est certainement une des pistes de solution, Olivier. Puis on voit qu'il y a certaines provinces qui ont pris cette avenue-là plus que d'autres. En fait, l'Ontario a aujourd'hui 10 fois les superficies du Québec en serre. Donc, eux produisent massivement. Ils ont soutenu ce secteur-là. Au Québec, ben nous, on a quand même de belles superficies en serre, mais c'est sûr que ça fait des années et des années que les producteurs demandent des tarifs préférentiels pour pouvoir augmenter la production, des tarifs préférentiels pour l'hydroélectricité, comme on en accorde, par exemple, aux alumineries. Ouais. Alors, c'est de faire un choix. On transforme l'hydroélectricité pour faire de l'aluminium ou des fruits et légumes. C'est un choix de société. Et là, on voit que ça revient un petit peu à l'avant-scène. Et les producteurs disent, si on pouvait avoir accès à ces tarifs-là, on pourrait doubler la production. Alors, on va voir ce qui va se passer au cours des prochains mois, si ça va être mis de l'avant. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'il y a quand même des initiatives intéressantes, par exemple les serres sur les toits, tout ce qui est l'agriculture urbaine. Oui, ça peut apporter une production très, très locale à une population qui vit en ville. C'est hyper frais, c'est souvent récolté le matin, livré le jour même. Mais c'est sûr que c'est un complément. Ça ne remplacera jamais l'agriculture en champ. On ne fera jamais pousser des patates sur un toit parce que ça demande beaucoup trop de superficie. Autre phénomène intéressant aussi du côté des serres, c'est les serres froides. On se rend compte qu'avec un système de bâches multicouches, on peut vraiment exploiter l'effet de serre, c'est le cas de le dire, pour produire des légumes en plein hiver. Des légumes, évidemment, qui vont être plus tolérants au froid. On pense aux épinards, au bok choy, des trucs comme ça. Mais il faut être, disons, ouvert à l'idée de manger ça aussi. Le gouvernement a quand même son mot à dire dans la question de l'autonomie alimentaire. Je veux dire, il peut prendre des décisions qui favoriseraient une certaine forme de souveraineté alimentaire. Oui, c'est sûr que c'est une question de choix. Ce sont des choix politiques. Parfois, c'est des choix aussi de l'industrie. L'industrie porcine, par exemple, a décidé de se tourner massivement vers l'exportation, a été soutenue aussi dans ce choix-là via divers programmes par le gouvernement. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on se pose un petit peu la question avec la fermeture des frontières, les mouvements des gens qui sont quand même hautement restreints. On se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord se nourrir nous-mêmes? Est-ce que ce ne serait pas plus sécuritaire? Et puis, on peut en profiter aussi pour s'inspirer de d'autres endroits dans le monde. Je pense entre autres à la ville de Copenhague. En 2007, la ville s'est dotée d'une politique pour favoriser l'approvisionnement local dans les écoles, dans les garderies, les résidences pour personnes âgées. Et en moins de 10 ans, ils avaient atteint leur objectif. Donc, approvisionnement local, bio, saisonnier. Donc, on voit que quand la volonté est là, on peut y arriver. Mais c'est certain que ça va demander des changements. Par exemple, au niveau de ceux qui s'occupent de l'approvisionnement. C'est-à-dire que là, c'est peut-être pas d'appeler un fournisseur pour avoir une quantité X, mais appeler 10 plus petites fermes. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est important de se souvenir que ces 10 petites fermes-là, souvent, elles contribuent à la vitalité des régions. Ça veut dire des enfants dans les écoles parce que les producteurs ont des enfants. C'est ça, c'est l'occupation du territoire. C'est un rôle qui est un peu connexe à l'agriculture et qui est rarement mesuré. Souvent, on n'en tient pas compte quand vient le temps de prendre des décisions à ce niveau-là. Oui. Merci, Catherine. Ton reportage sur l'autonomie alimentaire va faire l'objet d'une émission spéciale sur la question à la semaine verte en fin de semaine. En fin de semaine. Samedi 17h et dimanche à 12h30 est toujours, évidemment, en ligne, toujours disponible. Merveilleux. Dominique Lamontagne, je le disais tantôt, tu es auteur militant, tu as une ferme dans les Hautes-Laurentides. Dans ton livre « La ferme impossible », tu constates que depuis les années 50,
le nombre de fermes au Québec a chuté drastiquement et on est passé de fermes de petite taille à de très vastes exploitations. Tu estimes que pour assurer la sécurité alimentaire au Québec, il faut favoriser l'émergence des petites fermes. En quoi est-ce que la multiplication des petites fermes est garante d'une plus grande sécurité alimentaire? Ben, c'est parce que j'ai l'impression, moi, que les petites fermes fonctionnent différemment que les grosses. Moi, je compare souvent l'agriculture plus classique à une agriculture aux soins intensifs, c'est-à-dire qu'elle est intubée, elle dépend de beaucoup, beaucoup d'intrants. C'est une agriculture qui, si on la prive de sa chaîne qui lui apporte ses intrants puis qui vient chercher ses matières brutes. C'est une agriculture qui ne peut pas nourrir vraiment ses communautés. Tu ne peux pas cogner aux portes d'une ferme laitière pour acheter du lait, ni de la majorité des fermes de productrices d'œufs ou de volailles non plus. Donc, pour moi, la petite ferme, c'est une ferme qui va inévitablement offrir une diversité de denrées. Donc, s'il y a un problème d'un côté, ben, il y a quelque chose d'autre pour combler ce vide là. Puis c'est une agriculture qui va, si elle est faite écologiquement, s'incruster dans sa localité. Donc, ça va être quelque chose de plus synchro avec le terroir particulier qu'elle habite qui va émerger de ça. Donc, on va exploiter les ressources locales, idéalement de manière pérenne, donc sans surexploiter ce qui est possible de faire. Et puis, avec la pérennité, ben, vient la résilience, c'est-à-dire le fait de pouvoir rebondir s'il y a un choc quelconque parce qu'on s'est inscrit dans quelque chose qui dure dans le temps. Sauf qu'il y a plusieurs obstacles à l'implantation des petites fermes. Pour la personne qui ne s'y connaît pas vraiment, qu'est-ce qui rend la chose si difficile? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'individu, il n'y a pas beaucoup de freins. Ça va être plus des freins municipaux, ça va être les voisins. Donc, au Québec, au Canada, c'est permis d'abattre une volaille, de la manger, d'avoir un animal, de le traire, puis de boire son lait cru. C'est à partir du moment où on veut troquer, vendre, échanger avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille, avec des gens qui viendraient à la ferme, que la loi est plus contraignante. Donc, la ferme impossible parle justement de cet état des lieux législatifs-là, qui est que si on veut avoir 2 vaches, 200 poules puis 500 poulets, on en a pour 350 000 $ de quota. Et puis, il faut se bâtir un poste d'abattage, une usine laitière, si on veut faire une quiche au poulet avec un peu de lait dedans, là. Donc, c'est pour ça, moi, que je suis emballé par le projet pilote là, qui s'enligne pour justement ouvrir certaines portes. Là. La difficulté, pour bien la comprendre, c'est toute la question des quotas. Donc, les limites quant au nombre de poulets qu'on peut élever sans devoir acheter un droit de produire, là, un droit qui est très onéreux. Donc, on peut élever des poulets pour sa propre consommation, mais quand vient le temps, c'est ça, de les vendre, on n'a pas le droit, sauf si on a un quota. C'est un peu ça? Ouais. Oui, le hors quota a monté à 300 volailles par personne l'année dernière, ce qui est vraiment pas pire. Moi, Okay. ce que je dis, c'est que moi, je milite pour la légalisation de l'agriculture artisanale. Okay. Donc, moi, ce que je dis, c'est si on veut élever 300 volailles ou moins, est-ce qu'on pourrait avoir un contexte législatif qui tient compte des réalités particulières des artisans, particulièrement ce qui a trait au volume. Alors, si moi, je veux prendre du lait d'une de mes chèvres, la mettre dans une quiche, je ne veux pas investir dans une usine laitière. Si je veux abattre quelques centaines de volailles, les retirer à la broche puis les servir à la ferme, je ne veux pas investir dans un poste d'abattoir, même de proximité. Je veux, moi, pouvoir me diversifier, donc je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et puis, c'est exactement ça qui s'est passé dans les années 50, la fameuse professionnalisation de l'agriculture, c'est de dire, si vous êtes sérieux, vous allez en faire rien qu'une affaire, vous allez en faire en masse, puis vous allez en faire de manière anonyme. Donc, votre produit va être générique. Vous allez recevoir des poussins du couvoir, puis vous allez envoyer vos poulets de 60 jours dans les semi-remorques de nuit, puis ça va aller à quelque part, puis ces produits-là vont être redistribués avec le nom de l'épicerie, puis ça va finir là. Donc, moi, je pense que la diversification de l'agriculture a intérêt à revenir. Puis c'est ça que je reprocherais, moi, à une agriculture plus industrialisée, c'est de ne pas être capable, finalement, de nourrir les gens dans sa propre communauté. Cet été, il va y avoir un projet pilote du ministère de l'Agriculture pour permettre l'abattage de poulets à la ferme et
la cuisine à partir du lait cru ou la transformation d'aliments en intégrant du lait cru, ça pourrait déboucher vers une plus grande liberté pour les petites fermes. Et donc, si je comprends bien, la petite ferme pourrait devenir un projet plus accessible, plus attirant pour un plus grand nombre de Québécois. Est-ce que ça vous rend optimiste pour l'avenir de l'agriculture au Québec? Ben oui, ben c'est-à-dire que moi, absolument, là, ça serait pour moi une petite révolution dont on pourrait mesurer l'impact après. Comme j'ai dit, nous, on demande le droit d'avoir le droit, on demande le droit de se donner de la misère. Ça ne veut pas dire que quand on va avoir ce droit-là, tout va bien aller, puis qu'on va déclarer victoire. Puis, ça va être à partir de ce moment-là où on va pouvoir apprendre ce que ça représente, mettre en marché à la ferme une variété de denrées. On se jasait hier et tu me disais que tu n'as pas l'impression que la crise actuelle a suffisamment perturbé l'ordre normal des choses dans le secteur alimentaire pour forcer une réelle réflexion sur notre système agricole. Ben c'est ça, c'est-à-dire que moi, je trouve que la chaîne d'approvisionnement n'a pas été interrompue. Si on se rend compte de quelque chose, c'est que dans un contexte de pandémie où on veut éloigner les gens les uns des autres, ben c'est les industries qui sont les plus automatisées qui survivent le mieux. Je pense que la réflexion la plus intéressante qui va avoir lieu, c'est peut-être sur le rythme de vie des gens. Peut-être qu'en interrompant justement le rythme des fois infernal qui sévit un peu partout, les gens vont se dire, mon Dieu Seigneur, c'est pas pire, travailler de la maison. Comme je te disais hier, moi, je pense que l'avenir appartient à ceux qui butinent au niveau, à tous les niveaux, mais au niveau financier, certainement. Puis pourquoi ne pas intégrer à son hygiène de vie un butinage alimentaire, c'est-à-dire 1 heure ou 2 qui est réservé à ça, puis 1 heure ou 2 à la pige dans un contexte X. Depuis le début là, de la crise sanitaire, depuis le début de la pandémie, il y a vraiment un engouement. Là. Tout le monde semble faire son pain. Est-ce que c'est pas un bon début, ça? Absolument. Moi, je pense que le début, c'est de s'intéresser à cuisiner, puis certainement à regarder comment les produits de base se fabriquent. Le pain, la mayonnaise, être capable finalement de comprendre comment se fabriquent les aliments. Ça a comme avantage de donner aux gens aussi, je trouve, un respect nouveau pour ces denrées-là qui d'habitude c'est pris pour acquis. Mais là, on comprend que bon, ça implique plus peut-être qu'on pensait. Donc, quand on va acheter un pain après ça à un artisan qui le vend 6-7 $, ben là, on va comprendre que si c'est un pain au levain qui prend 2-3 jours à faire, ça se paye. Donc, oui, l'engouement, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Après ça, bon, c'est de voir si quand le naturel va revenir, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Ouais. On va voir ce qui va rester de ça après. Là. OK. Dominique Lamontagne, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Distanciation sociale. Merci Catherine Mercier. D'ailleurs, vous serez les deux là, dans cette émission spéciale de la Semaine verte samedi. Oui, parce que Dominique a été interviewé par mon collègue Benoît Livernoche pour un reportage aussi sur l'autonomie alimentaire un petit peu plus familial, plus projet personnel, là, parce qu'il y a plein de gens aussi là, qui en font un mode de vie. Et en attendant de pouvoir manger un poulet préparé chez toi, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Dominique en parlait, il y a plein de petits producteurs, notamment des producteurs maraîchers, qui estiment qu'ils ont un rôle à jouer pour que le Québec dépende moins des denrées qui proviennent de l'étranger. Donc, qui aimeraient que les petits producteurs aient plus de place et se multiplient. D'ailleurs, il y a une tendance ces dernières années, là, un retour à la ferme, des petites fermes qui émergent à gauche, à droite. Ça représente quoi, Marie-Ève, Maheu, en termes de pourcentage, l'apport alimentaire des petits producteurs dans toute l'agriculture québécoise?
On n'a pas des chiffres clairs, là. Cette semaine, j'ai parlé à plein de gens pour essayer de trouver ce chiffre-là. Il y a un gentil agroéconomiste, Geoffroy Ménard, qui a fait le calcul. Bon, c'est une estimation, là. C'est pas béton comme chiffre, mais ce qu'il me disait, c'est à peu près, disons, un petit peu plus que le 10e de ce qu'on consomme comme légumes l'été viendrait de ces petits producteurs-là durant la belle saison. Si on regarde toute l'année, c'est sûr qu'on produit... François Legault le disait, là, on produit beaucoup moins l'hiver. Là, c'est entre autres ça notre problème au Québec. Mais si on regarde toute l'année, ce serait 4% des légumes que les Québécois achètent qui sont produits par des petits producteurs maraîchers biologiques. On a vraiment ciblé là, cette catégorie-là, petits producteurs biologiques de légumes diversifiés. Le plus populaire est sans aucun doute Jean-Martin Fortier. Oui, ben qui a parti la Grelinette notamment, qui est sa petite ferme, les 4 temps, là, sur la ferme sur laquelle il travaille ces temps-ci. C'est un petit peu plus gros là, comme projet, mais effectivement. Puis, oui, tu le dis, les petits producteurs voudraient qu'on leur fasse une plus grande place. En tout cas, il y en a qui le disent. Et ce qu'ils réalisent avec la crise, avec la pandémie, c'est qu'ils sont d'une certaine façon un petit peu plus résilients. On parle beaucoup des travailleurs étrangers. Pour les grands producteurs maraîchers au Québec, c'est un enjeu parce que ils dépendent de ces travailleurs-là qui viennent notamment du Mexique, du Guatemala, mais les petits producteurs, souvent, c'est des fermes familiales où ils ont des travailleurs qui viennent de la région, donc ils n'ont pas cet enjeu-là de distanciation physique, de faire venir des gens, donc ils estiment être plus résilients, puis aussi plus créatifs pour s'adapter, parce qu'il y a quand même des enjeux, puis les enjeux sont beaucoup par rapport à la mise en marché. Parce que les petits producteurs vendent notamment via des paniers biologiques là, qu'on vend à monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est un peu plus simple. Il y a les points de chute qui vont parfois être un défi. Mais il y en a beaucoup qui vendent à des restos aussi. Puis les restaurants, en ce moment, ben ils achètent pas. Puis on sait pas cet été, on va en être où. Donc, c'est sûr qu'ils perdent une part de marché. Puis un autre défi, ben, c'est les marchés publics. Est-ce qu'on va permettre cet été aux gens de venir magasiner leurs légumes, toucher à tout? Et ça, on ne sait pas si le libre-service va être permis par le gouvernement du Québec. Donc, ce sont des défis auxquels ils sont confrontés en ce moment. Ben oui, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Comment est-ce qu'ils s'adaptent à la nouvelle réalité là, qui est la nôtre? Là? Comment ils s'adaptent à 2020? Mais en fait, quand je parlais aux gens, il y en a plusieurs qui m'ont dit, on s'est demandé là, en mars, quand tout ça est arrivé, quand on a annoncé que le Québec serait mis sur pause, si nous aussi, on se mettrait pas sur pause, si on n'abandonnait pas la saison. Il y en a qui se le sont demandé. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait une demande qui augmentait, puis ils avaient envie, pour la plupart, de répondre à cette demande-là. Donc, il y a deux tendances. Une tendance est d'amener la technologie dans leurs activités. Par exemple, dans les marchés, qu'on puisse choisir déjà nos aliments d'avance, puis le panier est préparé avec nos choix. Ça serait une solution. Donc, il y en a qui vont vers une plus grande part de technologie dans leurs activités. Puis l'autre tendance, c'est de se tourner vers un marché plus local. C'est-à-dire que si la demande augmente, on n'a peut-être pas besoin de venir à Montréal vendre nos produits. On peut réussir à vendre, puis c'est le souhait peut-être de tout petit producteur, à vendre plus dans un marché à proximité. Les gens peuvent venir chercher leurs légumes à la ferme directement. Et c'est ce qu'on constate, vu que cette demande-là, je parlais à un producteur qui me disait que sa vente de paniers sur la ferme a doublé depuis le début de la crise déjà. Donc, les petits producteurs misent sur ces deux sphères-là. Oui, mais là, si cette tendance se concrétise, c'est à Montréal qu'on va manquer de petits producteurs bio parce qu'aux dernières nouvelles, il n'y a plus beaucoup, voire plus du tout de fermes là, sur l'île de Montréal. Faudra voir, parce que j'en parlais avec les producteurs. Est-ce que c'est nous qui allons pâtir de cette situation-là? Si tout le monde se met à acheter des légumes en région ou en banlieue de Montréal, parce que nous, la ville la plus proche, c'est Montréal, mais je sais pas. J'ai pas de réponse, Olivier. Ben, il y a encore, t'as encore du temps là, pour chercher là-dessus et t'intéresser à tout ça parce que tu es au début de ta démarche. Tu vas faire un reportage sur cette question-là dans les prochaines semaines. Oui. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et un autre qui s'est intéressé à l'agriculture et qui va faire un reportage sur la question, c'est Julien. Toi, tu vas, Julien, plutôt t'intéresser à l'autre bout du spectre, aux grands producteurs, hein, ceux qui produisent la vaste majorité de ce qu'on mange. Dominique, dans l'entrevue, disait, tu sais, c'est un mode de production qui, lui, aimerait ça qu'on revienne à quelque chose de plus simple, de plus familial. Mais la réalité est qu'en ce moment, ce sont ces grands producteurs-là qui alimentent les supermarchés et la plupart des Québécois. Là, ce que vous trouvez sur les tablettes d'un IGA ou d'un Métro, ça va venir de ces grands producteurs-là. Et on a beaucoup parlé de leur dépendance aux travailleurs étrangers, donc une
situation qui est en croissance depuis les années 80, 90. Mais là, cette année, ça a été mis sous les projecteurs, si on veut, parce que avec la COVID, ben, c'est plus difficile de faire venir des gens au pays, que ce soit des problèmes dans les pays d'origine ou à l'arrivée ici qu'on était plus réticents. Donc, je me suis dit que j'allais aller voir un peu comment ça se passait, puis parler de cette situation-là avec un grand producteur. Et la semaine prochaine, je me rends chez Eric Van Winden, qui a la ferme d'Elfland en Montérégie, une des 10 plus grandes fermes maraîchères au Québec, selon ce qu'il me dit. C'est 120 acres, là, 120 terrains de football à peu près. Ils font surtout de la laitue. Et ils s'attendaient à recevoir cette année 115 travailleurs étrangers. Pour l'instant, ils ne savent pas combien ils vont en avoir, mais ils ont déjà prévu de réduire un peu leur production. Ceci dit, ils vont arriver à produire quand même assez. Puis, on sera pas, il prévoit pas une rupture de stock dans les épiceries. Ceci dit, lui, il pense que pandémie ou pas pandémie, compter sur une main-d'œuvre plus québécoise, plus locale, c'est pas nécessairement l'idéal. Pour lui, de un, c'est du travail qu'on donne à des travailleurs étrangers qui ont plus de misère à faire de l'argent dans leur pays. Mais aussi, ces gens-là font partie de la famille. Il y en a qui viennent depuis 10, 15, 20, 25 ans. La direction de la ferme a appris à parler espagnol. Ça se passe dans leur langue sur les champs, puis ils sont attachés à ces gens-là. Donc, pour eux, non seulement il y a une question d'accès à cette main-d'œuvre-là qui est habituée à ces conditions de travail-là, puis aussi, veut pas, qui est prêt à accepter un salaire peut-être moindre que ce que des Québécois seraient prêts à faire pour aller dans les champs. Mais il y a aussi toutes les situations tu prends des travailleurs étudiants, par exemple, qui vont retourner à l'école, ben au mois d'août, quand tu as besoin de faire des récoltes, ben tu perds ces travailleurs-là. Donc, pour lui, on est un peu dans une situation qui fonctionne bien. Puis c'est un peu ça que je veux aller constater directement, en parlant aussi avec les travailleurs étrangers d'ailleurs, parce qu'on parle d'eux, mais on ne leur parle pas beaucoup à eux, en fait. Merci, Julien. Merci, Marie-Ève. Merci à toute l'équipe devant et derrière la caméra qui ont permis la concrétisation de ce 10e épisode de Distanciation sociale. Jean-Philippe Gagnon au montage et à la réalisation. Pascal Harrison-Julien et Joanne Lapierre qui supervisent le contenu. Merci à vous à la maison. Continuez de nous écrire quand vous avez des questions et des commentaires. On aime ça, vous lire. Et on vous revient ce week-end pour un autre épisode de Distanciation sociale, le 11e, qui parlera du déconfinement et qui risque, selon les rumeurs dans les corridors de Radio-Canada auxquels on n'a pas accès, d'être le dernier épisode de Distanciation sociale. Mais oui, hein? Un scoop comme ça, une bombe larguée en fin d'émission. Sur ça, je n'en crois pas mes oreilles. Ouais, on espère que malgré cette nouvelle choc, vous saurez trouver sommeil ce soir. Bonne fin de soirée et à bientôt. Je mets-tu mon col roulé ou déroulé? Ben, chose sûre, c'est que moi, je le mets comme il était, mais tu ne gosses pas dans ton micro comme tu viens de le faire. Ah, OK. Attends. Mais comme un collier, Marie? Ah, bon. Arrête de te prendre pour Arnaud Soli.